Vous écoutez Zach et Tal, un podcast filmé et enregistré au studio Bien Entendu. Le podcast de cette semaine est une présentation de ma dette étudiante. Alors, si quelqu'un souhaite m'aider à financer le studio et ce projet, écrivez-moi. Je suis vraiment heureux parce que cette semaine, je reçois ma collègue TikTokeuse et voisine, Adèle. Adèle est présentement étudiante en médecine à l'Université de Montréal, mais elle a aussi fait un bac en neurosciences à McGill et elle fait de la très bonne vulgarisation scientifique sur TikTok sous le pseudonyme d'Adèle Neurosciences. Pas un si gros pseudonyme, mais c'est la façon de te retrouver. Et aujourd'hui, on risque de jaser de ton parcours, de c'est quoi ça, les neurosciences, parce que personnellement, je sais vraiment pas, c'est hyper mystérieux. On va essayer de démystifier aussi et peut-être désacraliser une bonne fois pour toutes les études en médecine et de ton expérience sur TikTok de vulgarisation et, comme à l'accoutumée, de bien plus encore. Adèle, bienvenue. Merci. Ouais, je serais curieux de commencer avec tout simplement ton parcours. Mais mettons, médecine, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou comment c'est venu à toi? C'est drôle quand même parce que, en fait, non. On dirait que quand t'es bon à l'école au Québec, comme c'est un peu la voie facile, entre guillemets. Comme tout le monde te pousse vers ça. Ou si t'es plus sciences humaines, les gens veulent que t'ailles au droit, genre. Mais moi, j'ai grandi à Québec, puis j'ai fait mon cégep à Québec. Puis je pense que j'étais juste pas prête à m'embarquer là-dedans. Je m'identifiais pas nécessairement aux gens que je connaissais qui partaient directement du cégep pour aller en médecine. Puis j'ai eu un vraiment bon prof de bio au cégep, justement, qui m'avait dit que j'avais comme plus un esprit scientifique, puis que ça valait la peine comme d'aller étudier en biologie, de faire de la recherche et tout. Fait que je m'étais comme mindée là-dessus. Donc, je suis vraiment allée en neurosciences dans l'idée de faire une carrière avec ça. Puis là, finalement, j'ai fait de la recherche comme à chaque été pendant mon bac. Puis j'ai aimé ça faire de la recherche, mais je me voyais mal faire que de la recherche comme toute ma vie. Donc, je trouvais qu'il manquait un côté de relations, de proximité humaine. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui allie vraiment comme mon amour de la biologie, de l'anatomie, du corps humain, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps et une relation avec des gens, mais c'est vraiment la médecine. Fait que là, j'ai comme fait un changement de parcours et je suis maintenant à ma 3e année de médecine à l'Université de Montréal. Après avoir fait un bac en neurosciences. Ouais. Mais que tu savais pas nécessairement au moment de faire le bac que tu allais finalement te réorienter vers la médecine. Tu aurais pu, théoriquement, à partir du cégep, aller en médecine tout de suite. Ouais. Puis tu as quand même grandi avec cette idée-là de... Parce que c'est drôle, j'en parlais vraiment récemment avec quelqu'un qui étudie en médecine, mais de comme t'es bon à l'école, tu devrais aller en médecine. Puis elle me partageait que c'était ça qu'elle s'était fait dire beaucoup. Mais moi, c'est drôle parce que moi, pas du tout. Mais je pense que c'est juste comme une différence de milieu. J'ai grandi à Montréal dans une école hyper artistique. Puis c'était vraiment comme... Les gens qui sont allés en médecine, au final, sont assez rares. Là. C'était pas le parcours typique, disons. Puis c'était pas une idée qu'on nous implantait tant que ça. Ouais. Mais toi, oui, quand même, un peu. Je sais pas si c'est juste comme dans le programme de sciences de la nature. Moi, je suis en sciences littéraires. Tu sais, des programmes plus orientés sciences au cégep. Comme, il y a vraiment le threshold, en guillemets, de la cotère pour rentrer en médecine. Ils sont comme, pour avoir une entrevue, il faut que tu ailles en haut de, je sais pas si c'est rendu combien, mais comme, je pense que c'était autour de 35. Peut-être un peu moins, 33, 34. Fait qu'on dirait que dès que t'avais en haut de ça, mais c'était comme implanté dans ta tête l'idée que si tu peux, puis que c'est si inatteignable que ça, pourquoi tu le ferais pas? Ouais. Peut-être parce que ça te tente pas. C'est ça, au final. Si ça te tente pas, c'est pas obligé, là. Ouais. Non. Mais c'est vrai que, oui, c'est ça, il y a comme un peu ce truc-là de comme... Sinon, c'est du potentiel gâché. C'est comme, t'as une cotère de 39 va en médecine. Ça t'ouvre toutes les portes. Pourquoi tu irais pas dans les études les plus prestigieuses, entre guillemets, Ouais. Puis c'est drôle parce qu'à une échelle différente, dans le premier lab que j'ai travaillé, au même étage, il y avait un autre laboratoire, puis il y avait une chargée de projet qui est comme pas l'investigateur principal du lab, mais qui était vraiment comme la deuxième personne de référence qui gérait un peu tous les projets, qui aidait les autres et tout. Puis elle était
tellement bonne que dans ma tête, c'était sûr qu'elle allait faire comme finir son doc, puis après ça, elle allait devenir chercheuse principale. Mhm. Puis quand j'en ai parlé, comme ça l'intéressait pas du tout. Je Mhm. pense que c'est une autre chose qu'on s'attend des gens comme vraiment bons, vraiment performants, d'aller le plus loin qu'ils peuvent dans leur performance, mais au final, si ça tente pas, ça tente pas. Là. Ouais, puis c'est pas plus grave que ça. Ouais. Tu vis une belle vie quand même si... Mhm. Mais là, c'est sûr que on n'est pas les exemples de ça nécessairement, là, mais Ouais. je veux dire, moi, mettons à mon échelle, même rendu au doc, il y a quand même une attente de... Même si c'est vraiment pas tout le monde qui est au doc qui souhaite nécessairement être prof d'uni. Ouais. Mais il y a ce truc-là aussi, il y a cette croyance-là implantée un peu, puis même cette pression-là de il faut que je devienne prof d'uni, Mhm. parce que sinon j'ai un peu gâché ça, tu sais. Tandis que vraiment pas, là, c'est juste une vie différente, on s'en fout au final, là, tu sais. Mais comme, ce truc-là de comme, ben là, je fais 10 ans d'études de plus pour au final arriver au même stade que si j'avais juste fait une maîtrise, mettons. Tu sais, mettons, tu fais doc, post-doc. Mais comme, c'est juste qu'on se concentre trop sur comme le résultat. Tu sais, veux pas le processus de formation lui-même étant lui-même Ouais. positif et bénéfique, là, tu sais. Ça m'apporte quelque chose de faire un doc, même si au final, je travaille pas pantoute dans ça, tu sais. Ouais, Ça ouais. va pas être perdu, là. Non, c'est sûr. Puis écoute, on a beau dire ça, mais je suis en médecine C'est à ça, the end of exact, the c'est day, ça. fait que... Mais t'es en médecine parce que t'aimes ça. Ouais. Parce que c'est ce que parce que tu te voyais pas être juste en recherche. Puis c'est ça, c'était vraiment intéressant. Comme tout ce que j'ai appris dans mon bac, j'ai vraiment aimé ça, mais au final, comme ça prend une débouchée sur le marché du travail à la fin de tes études. Puis là, il y en avait pas vraiment qui résonnaient avec moi. Mhm. Ouais, tandis que, par exemple, moi, personnellement, genre, je fais des cauchemars à imaginer être en médecine, là, comme c'est vraiment... Avoir des cauchemars. Non, mais genre, ça serait vraiment comme... ça trigger vraiment mon trouble anxieux, là, de comme... OK. C'est vraiment pas le mode de vie dans lequel je me sentirais confortable. Tandis qu'il y a ouais, j'ose espérer que la plupart des gens qui sont dans ça aiment cet aspect un peu de pression. Ou, même si il y a des jobs aussi plus de bureau puis un peu plus Mhm. slow pace, là, mais quand même... non pas que j'aime pas le contact humain, là, mais je suis très bien aussi à tu sais, contrôler moi mon horaire, à ce que mon travail consiste principalement à lire et écrire. C'est très cool. Éventuellement enseigner, mais tu sais, c'est tranquille. Tandis que j'ai une bonne amie en médecine, elle est en pédiatrie aux soins intensifs aux Children's, là, ce qui est comme absolument Ouais, c'est fou. intense. Là. C'est vraiment fou. Puis, tu sais, genre, je faisais legit presque une crise d'anxiété à juste l'écouter parler de ses journées. Là. Puis elle était comme, ben moi, je serais tellement malheureuse à faire ce que Ouais. tu fais, tu sais. Fait que il y a de ça beaucoup aussi, tu sais. C'est pas juste je vais en médecine parce que je suis bon. Il y a aussi comme il y a quelque chose dans ça qui t'appelle, tu sais. Mhm. Mais même à l'intérieur de la médecine, tu peux finir par faire n'importe quoi au final. Fait que si... Tu sais, il y a même des gens comme en médecine qui vont faire de la santé publique puis qui vont pas avoir comme des actes médicaux à proprement parler ou sinon vraiment moins que, mettons, un médecin de famille qui voit des patients à chaque 15 minutes. Fait qu'à l'intérieur du spectre de la médecine, comme plein de profils peuvent se retrouver puis finir par aimer qu'est-ce qu'ils font. Mhm. Mais oui, je suis d'accord avec toi que ben, c'est bien au final qu'on soit tous différents parce que ça prend autant de jobs que de personnes. Ouais, si tout le monde qui est moindrement bon à l'école allait en médecine, je pense qu'on aurait une société un peu déséquilibrée. Là. Oui. Il n'y aurait plus assez de gens à soigner. Tout le monde se soignerait sur eux-mêmes. Mais t'as fait cégep sciences lettres et arts? Ouais. C'était comment ça? J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Ça a l'air intense quand même, là, de ce que je me rappelle de mon temps de cégep. Je sais pas si je dirais que le cégep est intense. là. Mais quand t'es au cégep, Oui, oui. c'est intense proportionnellement à, mettons, moi, puis Julien a fait le même programme Mhm. de hors-lettres communication, option média au cégep du Vieux. OK. C'était correct, là. C'était Ouais. tranquille. Là. Fallait faire un court-métrage, puis... Ben, c'est le fun. Ben oui, c'est fun, mais c'était pas comme intense, là. Vraiment Mhm. pas, tu sais. Puis quand j'étais au cégep, la perspective des gens en sciences lettres et arts, c'est genre, oh my god, c'est tellement intense, tu sais. Ma perspective, c'était pas que c'était intense, c'était juste que c'était diversifié. Puis j'aimais ça. Mm. Parce que
j'aime tout dans la vie, fait que ça a vraiment été difficile de choisir qu'est-ce que je voulais faire. Fait que plus longtemps, je pouvais comme étirer le fait d'apprendre plein de choses dans plein de domaines en même temps, plus j'étais contente. Tu sais, même, j'hésitais en sortant du cégep à aller en philo, en physique ou en biologie. Puis là, Wow. j'en Très avais, humaniste de ta part. j'en avais parlé comme avec mes profs et tout. Puis finalement, j'avais settled pour biologie et mathématiques. C'était comme un bac conjoint là, à McGill. Mhm. Puis dans l'application, tu peux mettre 2 universités pour le même prix qu'une université. Alors, j'avais comme juste scrollé dans la liste, puis j'étais comme, neurosciences, ça a l'air intéressant. J'avais fait une visite à un labo de neurosciences à Québec, puis c'était chouette. Fait que j'ai mis comme aussi dans les choix. OK. 2 programmes à la même université. Ouais. À McGill. Ouais, tu peux sélectionner plusieurs programmes. Ouais. Qui ont le même poids d'admission. Ouais, c'est ça. J'aurais pas pu mettre médecine puis biologie, mais c'était comme... Non, mais dans le sens, c'est-tu comme choix 1, choix 2, puis si ton choix 1 est pris, t'es obligé de prendre le choix 1? Ou... Honnêtement, je me rappelle plus. Ouais, OK. Je pense que t'appliques aux 2, puis que c'est des admissions séparées. OK. Mais pour le même prix. Ouais. Qui n'est pas négligeable, quand même. Non, c'est ça. Les admissions à l'université, quand t'en fais plusieurs. Fait que là, j'en avais juste fait une. Ouais, cool. Puis là, j'étais comme en neurosciences peut-être. Donc, j'ai mis dans la liste. Tout ça pour se dire que finalement, au cégep, j'aimais ça faire beaucoup de choses. Puis là, en neuro aussi, je voulais continuer à faire beaucoup de choses. Fait que même si j'ai décidé de ne pas faire biologie et maths finalement, j'ai fait aussi une mineure en maths. J'ai continué à faire comme des maths genre longtemps. Puis là, ben médecine, c'est comme la première fois que genre la discipline que j'étudie, c'est vraiment la seule chose que j'étudie. Des fois, je trouve ça difficile parce que j'aimais ça comme la diversité de sciences nucléaires, de faire comme t'as un cours de bio, t'as un cours de chimie, fait que tu dois comme apprendre tes équations de chimie, mais après ça, t'as un cours d'histoire, puis tu dois écrire comme une dissertation sur un roman comme que t'as lu ou un film que t'as écouté. Puis après ça, t'as un cours d'art, puis là, tu fais des dessins. Puis là, c'est le fun. Puis là, t'as un cours de psycho, puis t'apprends la psycho. C'était très bien comme mélange. J'aimais ça. C'est vraiment nice. Ça me parle beaucoup aussi, cette interdisciplinarité-là. Mais je pense que c'est peut-être un fléau de l'éducation néolibérale, entre autres. Là. Mais attention, je sors des gros mots. Là. Non, mais d'autant se spécialiser puis de s'enfermer dans une discipline, je trouve ça dommage, souvent. Là. Puis, parce que tu apprends tellement, c'est hyper complémentaire de toucher à ces différentes sphères du savoir. Là. Je dis ça, puis comme je tiens vraiment pas à faire de la chimie ou de la physique, là, même j'en ai jamais fait, mais tu sais, en tout cas, dans mes différentes disciplines, j'aime ça pouvoir toucher à tout. Mais puis tu sais, même, parce que là, tu l'as dit, tu as fait une mineure en maths. Corrige-moi si j'ai tort, mais à McGill, tu es obligé de faire major-minor. Non, t'es pas obligé. Mais est-ce que c'est un peu plus la norme quand même de... Ben, je te dirais que ça dépend c'est quoi les ambitions des étudiants. Comme ceux qui font leur bac pour faire leur bac vont souvent faire une majeure puis une mineure. Mettons, j'ai pas d'exemple comme concret de même, mais tu sais, je pense que j'ai un ami qui était en enseignement des mathématiques, fait qu'il faisait une mineure en maths en même temps. Parce que quand tu es en enseignement des maths, tu fais pas genre tous les cours de maths. Tu fais les cours de maths que tu as besoin d'apprendre aux étudiants du secondaire. Mais mettons, en euro, c'était quand même un programme tremplin pour médecine. Fait que les gens dont le but était de maximiser leur GPA, leur moyenne cumulative. Leur moyenne cumulative pour les admissions, souvent ne déclaraient pas de mineurs, puis allaient choisir des cours complémentaires comme plus faciles, entre guillemets, pour alléger la charge de travail puis comme avoir des meilleures notes en tout et partout. OK. Une vision très utilitariste. Mais c'est parce que moi, mettons, toutes les personnes... Mais c'est hyper anecdotique, là, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées à McGill... ben là aussi, j'étudie à McGill maintenant, fait que c'est un peu moins anecdotique, mais font tous une major-minor. Puis dans le monde anglo-saxon, c'est un peu plus... C'est pas mal plus courant, même. C'est comme ton undergrad, c'est ça. Puis souvent, c'est 4 ans. Puis tu fais
autour de 3 ans, 1 an, major, minor, whatever. Ouais. Tandis qu'au Québec, c'est beaucoup plus un bac dans une discipline. C'est beaucoup plus ça la norme. Tu peux faire un bac par cumul, mais justement, c'est un bac par cumul. Faut comme que tu le craftes un peu, tout ça. Ouais. Puis ça, c'est un truc que je trouve le fun des formations ailleurs au Québec, là, de la façon de le faire, qui encourage un peu plus. Quoique nous, on a le cégep, là, qui est un lieu d'expérimentation. Là. Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est le fun, le concept genre, major, minor. Mais au final, mettons, moi, ça m'a un peu nuit, entre guillemets. Pas que j'ai pas aimé faire des maths. J'ai vraiment aimé faire des maths, puis même à ce jour, ça me manque. Mais au final, parce que la mineure en maths était quand même lourde, c'était comme, je pense, 30 quelques crédits. Mm-hmm. Le bac au complet, c'en est 90. Fait qu'un tiers de mes cours à l'université, ça a été des cours de maths. Puis quand je suis arrivée à l'Université de Montréal, dans la liste des cours, des programmes, pardon, qui étaient comme acceptés directement en première année puis qui ne devaient pas faire l'année de préparation, il y avait neurosciences. Mais moi, ils m'ont fait faire l'année de préparation parce qu'ils ont considéré que mon neurosciences, qui était beaucoup de maths, beaucoup de programmation, était pas équivalent aux neurosciences de l'UDM, qui était, comme tu dis, un parcours très linéaire avec comme, des cours 80% décidés par la faculté de médecine. T'sais. Ouais. Il gosse. y a des avantages et des inconvénients. Ça dépend toujours de ce que tu veux faire, effectivement. Ouais. Puis d'une part, sciences lettrières, c'est nice parce que tu fais de tout, puis t'as pas à choisir nécessairement. D'autre part aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça pour ne pas se fermer de porte. Ouais. Qui est un truc qu'on entend. Parce que je sais pas toi, mais moi, je me rappelle. À partir de genre secondaire 4. Ben, quand tu choisis maths forte, maths faible. On te martèle ça. Ouais. De te fermer des portes et tout. Puis moi, j'avais décidé de pas faire chimie physique en secondaire 5. Et puis je me rappelle avoir eu de grandes discussions avec un très bon ami qui maintenant est avocat. Puis lui, il a décidé de les faire, chimie physique, alors que ça lui tentait absolument pas. Il était comme, il faut pas que je me ferme de porte. Ouais. J'étais comme, man, c'est sûr qu'on va pas faire ça. Pourquoi tu voudrais te fermer des... On s'en fout, genre. Ouais. Mais c'est tellement un stress, j'ai l'impression, une pression qu'on met en secondaire 4, comme 14, 15 ans. 15, 16, en tout cas. Ouais, 15, 16. 15, 16. Toi, tu l'as-tu vécu un peu quand même? Ben moi, j'étais au bac international. Au BI, le PAI, peu importe comment tu veux l'appeler. On est l'élite québécoise. Ouf! Seigneur. C'était quoi ton PP? C'était comme sur le développement... Ben, l'histoire de l'art puis le développement des techniques de peinture à travers les époques, de comme la période de la révolution industrielle à aujourd'hui. J'avais comme écrit une histoire puis j'avais comme essayé de peindre des œuvres qui ressemblaient un peu au courant de l'époque. Genre. Ah, c'est vraiment nice. Ouais. T'avais écrit une histoire? Ouais. Genre fictive? Ouais. Ah! Shit. Anyway. Ça, non, c'est intéressant. C'est une pièce du puzzle qu'on n'avait pas jusque-là. Oui, mon pépé, mon grand projet. Ouais. Ta plus grande fierté, là. Mais, il y a un gars au secondaire qui, son pépé, c'était construire une planche de surf. Ça, c'est vraiment cool. Là. Ouais, c'est cool. En tout cas, parenthèse fermée. Ouais. Ben, c'est cool. Ce gars-là, il est cool. Ouais. Je sais pas, il devient quoi aujourd'hui, mais... Je sais pas non plus. Ouais. Je sais pas si je me rappelle du bon gars, mais je sais qu'il y en a un qui fait comme... Il fait de la gravure de planches en bois. Fait que c'est peut-être lui. OK. Nice. Parenthèse doublement fermée. Dans le fond, au PAI, ce concept de fermer des portes était tellement prévalent qu'au final, sur 6 groupes de 30 élèves, je pense qu'il y avait à peu près une dizaine d'élèves qui n'ont pas fait maths forte. Pas chimie, pas physique. Peut-être moins qu'une dizaine d'élèves, même. Ouais. Nous aussi, c'était ça, à peu près, ouais. On était 12 dans notre classe de géopolitique. OK. Non, c'est pas vrai, en fait. Non, c'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. On était pas mal plus, en fait. Mais c'est une école artistique. C'est à JFP, puis c'est... mais on était 12 à faire SN et Géopol. SN et pas chimie physique. Okay, ce qui est un drôle de combo. Mais ce qui, moi, c'est un de mes meilleurs cours du secondaire, c'est SN de secondaire 5. C'est quoi SN, déjà? Maths forte, là. Ah, OK. Fait que t'as fait maths forte. J'ai fait maths forte, mais pas chimie physique. J'ai fait maths forte parce que comme j'avais pas de problème en maths.
Mais j'ai tellement eu de fun en secondaire 5 puisque j'étais comme, j'ai pas besoin de ça. Ouais. Comme j'en aurais jamais besoin, en tout cas pour l'instant. Fait que je m'en suis juste foutu. J'étais quand même, si je le passe pas, on s'en fout. Genre. Fait que c'est vraiment un moment de grande délivrance. On avait genre des doubles périodes, puis on faisait juste chiller. Puis... Bref. Puis même en ça, mettons qu'à ce moment-là, ça t'intéresse pas, puis après ça, tu réalises que finalement, tu veux aller dans un domaine qui requiert des maths fortes, de la chimie, de la physique, tu peux les faire plus tard aussi. Exact. Comme j'ai un ami qui a fait son bac en sociaux, puis maintenant, il est en médecine avec moi. Puis avant de rentrer en médecine, il a juste dû faire toutes ses équivalences de cours. Il les a faites à l'uni, fait que c'était comme plus difficile, mais la porte n'était pas fermée, n'était pas barrée à clé, puis tu peux la réouvrir en temps et lieu. Ouais, ça, c'est un message que je trouve vraiment important à partager. Parce que en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai pas eu cette autre version-là à ce moment-là dans ma vie. C'était vraiment comme, tu vas te fermer des portes. Tandis qu'effectivement, les portes sont jamais barrées. Là. Tu peux les fermer, mais tu peux les réouvrir relativement facilement. Puis c'est une grande beauté, je trouve, de notre système d'éducation universitaire, entre autres. C'est que tu peux avoir accès à cette éducation-là de toutes sortes de façons différentes. Moi, quand j'étais rentré, j'avais commencé à l'Uni en Sciences Po, en étudiant libre, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Je commençais tranquillement, je vais prendre 3 cours. Puis il y avait une fille qui était aussi étudiante libre, puis elle avait même pas son secondaire. Puis à partir de 21 ans, tu peux être étudiant libre. Puis sur la base de ça, tu peux rentrer à l'université. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est comme pour avoir accès à l'université, mais tu sais, je suis sûr, mettons hypothétiquement, là, mettons, je décide, là, je pogne une bulle, je cancelle le projet de doctorat, je m'en vais en médecine. Ouais. Moi, j'ai l'impression, j'imagine que je pourrais. Ouais. Ben, sûrement, avec beaucoup de détermination. Ouais, ok, c'est pas... Mais c'est parce que... Mais c'est pas parce, mettons, je sais pas, parce que j'ai pas mon chimie physique de secondaire 5 que je peux pas aller en médecine live. Non, c'est ça. C'est juste, en général, comme quand même convoité comme programme. Ouais. Fait que le processus d'admission est difficile, peu importe c'est quoi le background, mais comme c'est possible, ça a été fait dans le passé. Puis il y a beaucoup de gens qui ont fait l'année préparatoire avec moi qui viennent de droit, qui viennent de... Ouais, soins infirmiers, ça a quand même rapport, mais tu sais, mettons, ingénierie, maths. Ce qui est tous top, les programmes. Puis quand tu fais l'année préparatoire, t'es admise au programme. Ouais, c'est ça. Il faut juste pas que tu la coules. Ouais. OK. Ben, tu peux la couler une fois, la refaire, puis après ça, si tu la coules une deuxième fois, ben là, c'est l'année compliqué. au complet? L'année au complet étant, si tu coules comme... Ben, je me rappelle pas c'était quoi vraiment les barèmes spécifiques, mais je pense que si tu coulais comme 3 examens, c'était considéré comme si tu avais coulé l'année au complet. OK. Ou je sais plus si c'est maintenant. En tout cas, il y avait une affaire de même, là, sans aller spécifiquement dans le nombre de fois. T'as un barème quand même. Là, ouais. Il faut que tu démontres quand même que tu restes active dans tes études. Puis, si-tu pass or fail? Si-tu succès et échec seulement? L'année préparatoire, non. C'est vraiment avec des notes. Mais après ça, le doctorat de premier cycle en médecine, ça, oui, c'est succès, échec. C'est fou. Aucune note. Non. Puis, je comprends pourquoi ils le font, parce que c'est des grosses cohortes de... On est rendu comme 350, avec les nouvelles lois qui veulent qu'il y ait plus de médecins de famille, surtout. Fait que je comprends pourquoi ils nous donnent pas, mettons, nos résultats. Ils nous donnent pas comme accès à la copie complète avec les réponses. Tu sais, je me rappelle au bac, chaque fois que je faisais un examen, après, il y avait le corrigé qui apparaissait sur Internet. Puis je pouvais juste regarder ma copie, les corrections et tout. Mais ils veulent réutiliser la même banque de questions comme d'une année à l'autre. Vu que c'est succès-échec, ils veulent pas que les étudiants des années comme futures aient accès aux réponses. Mais ça perd un peu de sa valeur pédagogique parce que pour savoir qu'est-ce que tu as raté dans l'examen, il faut que tu t'inscrives à une séance de vérification. Puis après ça, il faut que tu ailles comme sur place, puis tu vois juste les questions que tu n'as pas réussi. OK. Fait que tu sais jamais vraiment comme c'est quoi ta note. Puis si tu t'inscris pas, ben tu sais pas si tu as passé à 61 ou à 90. C'est juste que tu as passé. Ouais. Puis il faut que toi-même tu aies un doute de comme peut-être qu'il y a des trucs
que je savais pas dans ça puis que ça vaudrait la peine que je vérifie. J'ai essayé de m'inscrire à toutes les séances de vérification depuis que j'ai commencé. Mais des fois, comme je manque le courriel, puis c'est après une date, tu peux plus t'inscrire. Fait que Puis c'est une charge en plus. Tu peux jamais voir ton examen, dans le fond. Oh mon Dieu! Ouais. Puis c'est ça, c'est une charge supplémentaire sur les étudiants et étudiantes de comme. Il faut que tu écrives un courriel, il faut que tu te rendes pour aller voir ta copie. Tu sais, c'est comme c'est tout un poids en plus quand même. Tu sais, c'est pas un gros processus, mais non, mais c'est un truc quand même que tu rajoutes à tout le reste. Là. Ouais. Mais puis est-ce qu'il y a pas aussi une dimension de préserver un peu la santé mentale des étudiants en leur donnant pas accès à leurs notes? Tu sais? Mais je pense que c'était ça le but de base parce que, tu sais, oui, t'es en médecine, mais après ça, il y a une deuxième comme compétition, entre guillemets, qui est l'application à la résidence. Mm-hmm. Parce que c'est pas toutes les résidences qui ont le même nombre de places. Puis c'est vraiment par cohorte, selon ce que j'ai compris à date. Fait que s'il y a un certain nombre de places dans ta cohorte, faut que tu matches comme à l'intérieur de ta cohorte. Puis si tu matches pas, après ça, faut que tu ailles ailleurs avec les places qui restent, mais de ta cohorte aussi. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Non. OK. Bref. En tout cas, c'est compétitif. Scratch that, mais oui, il y a pas beaucoup de place à la résidence. Mm-hmm. Fait qu'avant, c'était vraiment comme faut que ton dossier soit parfait, puis tes notes, c'est super important. Donc, il y a comme ce concept-là que t'étudies, puis à un certain point, t'as atteint comme, mettons, 90%. Mais après ça, à place de continuer à étudier, puis qu'à chaque heure, t'as 1% de plus à ton examen, ben le prochain pourcent, il va te prendre genre 6-7 heures de plus d'études. Parce qu'il y a comme un niveau de compréhension que tu dois aller chercher, un niveau de rétention de la matière qui à un point comme n'est plus une progression linéaire. Ouais. Fait que si c'est exponentiel, les gens, ils pouvaient étudier des heures et des heures pour essayer d'avoir un 97 à la place d'un 94. Puis au final, ça sert à rien, ça va pas faire de toi un meilleur médecin. Mm-hmm. Puis je pense que oui, il y a une composante de comme protéger la santé mentale qui est avec le succès-échec. Puis de ce que je vois de mes collègues, en tout cas, les gens sont beaucoup plus là pour apprendre et pas pour performer comme à l'école. Parce que tu peux avoir une bonne note parce que tu as tout étudié la veille, mais pas t'en rappeler comme 3 semaines plus tard. Le focus est vraiment plus sur comment retenir l'information à long terme, puis comment être un meilleur médecin. Puis ils ont intégré aussi des cours dans le cursus de comme, identité professionnelle du médecin. Puis là, il y a eu un cours aussi d'appréciation au musée qui permettait de... Tu sais, on allait au musée en groupe, puis on regardait des œuvres, puis il fallait comme décrire qu'est-ce qu'on voyait. Puis c'était une idée de être capable de décrire une œuvre, de comprendre quel context clues te permettait d'inférer que ça soit, disons, une église que tu regardes plutôt que comme une usine. Ben après ça, si tu la mettais dans ta relation avec le patient, t'allais être plus capable d'observer puis de retenir quelque chose de la... Tu sais, de voir comme la posture, de voir les émotions sur le regard, genre C'est intéressant. Ouais. Ah, c'est vraiment cool, ça. Fait qu'ils ont vraiment ajouté beaucoup de cours, donc moins de temps pour étudier par nous-mêmes. Puis le succès-échec, ça fait en sorte que ça soit comme moins lourd. Mm-hmm. Mais là, maintenant, c'est que la compétition s'est rendue genre qui fait le plus d'activités extracurriculaires. Fait que... Ouais, parce que le choix pour les résidences se fait quand même. Ouais, mais il est pas fondé sur un GPA, sur des notes. Il est fondé sur les commentaires que tu reçois à l'externat par les médecins qui te supervisent, puis ton CV, dans le fond. OK. Voilà, OK. Là, une bonne fois pour toutes, là, ça ressemble à quoi, grosso modo? Parce que je suis tout le temps perdu avec l'externat, l'internat. Oui. Là, t'as une année préparatoire que t'as faite, que certains ne font pas. Après ça, t'as 2 ans de préclinique. Ça, c'est purement des cours en amphithéâtre ou des cours en apprentissage par problème. Mm-hmm. Là, maintenant, c'est rendu de l'apprentissage par équipe, mais c'est la même chose. Au final, tu fais une classe inversée, tu apprends avant, tu vas à l'école, tu discutes, tu as un retour d'un professeur en groupe, puis après ça, ben, tu continues à apprendre par toi-même à la maison. Mm-hmm. Puis on a une petite exposition clinique, fait comme environ 1 fois par semaine, on va à l'hôpital. On a le droit d'aller voir des patients supervisés, d'écrire une petite histoire pour se pratiquer, puis après ça, cette histoire-là est corrigée. Fait que ça, c'est vraiment le prix clinique, comme moins d'exposition à l'hôpital, au milieu hospitalier, puis plus de théorie. Mm-hmm.
Puis après ça, il y a 2 ans d'externat. Où est-ce que là, t'es à l'hôpital tout le temps, tu fais des stages. Fait que ce soit 4 ou 6 semaines, ou peut-être même moins. Tu fais un stage pendant un certain nombre de temps, après ça, tu fais un autre stage, puis tu fais ça pendant 2 ans. Dans toutes sortes de départements différents. Ouais. Il y en a qui sont Tu touches obligatoires. un peu à tout. C'est ça. Il y en a qui sont comme obligatoires que tout le monde fait, puis il y en a d'autres, c'est à la discrétion des étudiants selon leurs intérêts. Puis à l'hiver de ta 2e année d'externat, c'est là que tu appliques pour que tu fais des entrevues pour la résidence, dans le fond. Mhm. Puis après ça, la résidence, ben la longueur de la résidence dépend du programme. Tu sais, mettons, Med-Pharm en ce moment, c'est 2 ans plus 1 an de spécialisation si jamais ça t'intéresse. Puis, je sais pas, moi, neuro, c'est comme 5 ans. Med interne aussi. Puis après ça, je pense qu'il faut que tu fasses une autre spécialisation de quelques années de plus. Ouais, tu peux continuer. Comme mon amie qui est en pédiatrie, je pense qu'elle veut après ça faire comme possiblement pédiatrie oncologique. Ok, Tu ouais. peux comme te... Ouais. Oh, ça me déprime tellement. Mais c'est insane qu'elle fasse ça, vraiment. On la salue, je l'admire. Là. Mais tu sais, au final, tu vas faire autant d'études qu'elle, probablement. Là. Oui, mais je veux dire, moi, je réanime pas des enfants. Là. Ouais. C'est surtout ça. Là. C'est comme, je vois pas des enfants qui ont le cancer. Puis, mais je veux dire, c'est ça. C'est admirable de faire ça parce que, comme. Mais je pense que c'est ça. En tout cas, ça va être une des pires. Dans les pires patients à traiter en termes de émotionnellement, parce que comme il y a quelque chose de tellement pas naturel à voir des enfants malades. T'sais. Il y a quelque chose de tellement comme biologiquement de comme oh mon Dieu, c'est vraiment tandis qu'il y a des personnes qui ont 80-90 ans. C'est triste aussi, là, mais comme il y a quelque chose de différent en tout cas. Fait que puis là, je sais que c'est tout un processus là, appliqué pour ces résidences, puis tout ça, puis que c'est vraiment un big thing là, quand tu reçois tes choix. Parce que t'as comme 3 choix, right? Ou t'as plusieurs choix, tu sais pas. Je sais pas pas, rendu là encore. c'est ça, je l'ai pas fait, fait que je peux pas en parler d'expérience. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qui te stresse ou ben, c'est loin quand même encore? Ben, c'est sûr que c'est stressant, entre guillemets, mais pas à te rester éveillé la nuit, là. Ouais. J'ai envie de bien faire les choses pour que si genre j'ai vraiment un coup de cœur pour une discipline, je puisse la pratiquer. Mais je vais aimer ce que je fais, peu importe. Là. J'en suis pas vraiment convaincue. Moi, ce qui m'avait surpris de ce processus-là, c'est que j'imagine que ça dépend vraiment des disciplines aussi. Là. Mais puis encore une fois, je fonde tout sur mon amie pédiatre. Ouais. Mais elle voulait vraiment faire ça. Fait qu'elle a juste appliqué en pédiatrie à différentes universités. Mais genre, elle avait mis McGill comme premier choix. Puis ensuite, genre, les autres, c'était comme dans d'autres provinces du Canada, genre au UK. Mm-hmm. Puis c'est comme, de ce que j'ai compris, déjà, il faut que tu sois vraiment sûr que tu aimes ton premier choix. Parce que si t'es pris au premier choix, t'es obligé de prendre ce premier choix-là. Puis si t'es pas pris là, ben, t'es shippé ailleurs. Puis comme que, apparemment, il y avait des gens qui étaient vraiment genre en larmes de comme qui s'en vont passer les 5 prochaines années en Saskatchewan. Genre, de comme... Ouais, mais c'est un choix que tu fait en le mettant. Ouais, mais mettons que genre, liste, tu penses que ton premier choix, ça va être correct. Puis t'es comme, hey, j'espère que je vais pas me rendre à cet autre choix-là. Puis là, finalement, c'est comme, hey. Ouais. Je sais pas, en tout cas, ça m'a vraiment frappé de comme, ah, ben, tu prends ce qu'on te donne, puis c'est ça, tu sais. Mm-hmm. Mais t'es pas obligé de le mettre le choix. Si tu veux vraiment pas y aller. C'est sûr. Ouais. C'est vrai. Ben, je connais une fille qui était à McMaster, puis elle voulait vraiment être gynécologue obstétrique. Et là, elle a appliqué comme partout, comme tu dis, partout au Canada. Puis maintenant, je sais pas où exactement dans l'Est, mais je pense qu'elle était à l'île du Prince-Édouard, quelque chose comme ça. Puis elle était vraiment contente, même si c'est isolé, qu'elle n'a pas de famille là-bas. Parce que au final, elle va faire de sa vie ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie. Peut-être que ça a bien fonctionné pour elle, finalement, cette option-là d'appliquer partout, puis de juste lancer ça dans l'univers, puis voir qui veut bien de toi. Là. Ouais, il y a souvent du positif qui retourne de ça, malgré tout. Fait que, bon, le son à tirer, c'est que c'est pas, faut pas que ça soit trop un objet de stress. Non. Surtout quand on n'est pas encore rendu là. De toute façon, le stress est paralysant, fait que ça sert à rien de
sais, je sais que c'est pas voulu là, comme mécanisme, c'est très physiologique, mais si on peut mettre ça en perspective, ça sert à rien de comme, s'inquiéter pour des choses qui sont à venir parce que sinon, tu vas rien pouvoir faire dans le temps entre le présent et le moment stressant. Tu sais. Ouais, il faut stresser de ce que tu peux contrôler et laisser aller ce que tu contrôles pas. Ouais. Très, très Marc Aurèle de ta part, mais qui est moins... mais qui est tout aussi intéressant à lire, là, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, empereur romain, stoïcien, tout ça, mais qui a tellement été repris par les Mascu, Jim Bro, tout ça, puis aussi par une horde de vidéos AI de stoïcisme, genre c'est vraiment une pandémie de vidéos AI, en tout cas, bref. Comme tous les réseaux sociaux en ce moment. Ouais. Mais quand même précurseur, là, comme dans les débuts là, des vidéos AI. Disons, ça fait au moins 2 ans qu'il y a ça, en tout cas. Mais ça reste super le fun à lire. Là. Mais c'est dommage que ça a été repris autant par des discours pas le fun. Ouais. Je suis curieux, surtout parce que j'ai pas vraiment de parcours de background scientifique à part mon certificat en écologie, mais genre neurosciences, honnêtement, genre tu me dis ça ou tu sais comme je vois ton pseudo sur TikTok, Adèle Neurosciences, comme je sais même pas c'est quoi, genre. OK. Mais je me suis jamais vraiment posé la question, mais là je suis allé googler, je suis allé regarder un peu le programme à McGill, mais comme je t'avoue que c'était pas quelque chose que instinctivement j'étais capable de me dire comme c'est ça. Ouais. C'est de la biologie. Puis tu sais, la biologie, on voit souvent ça comme en 2 branches de la biologie moléculaire, comme cellulaire, tu sais. Genre, t'étudies la cellule, t'étudies les ions, t'étudies les protéines, t'étudies comme vraiment à l'échelle microscopique. Puis t'as la biologie plus comme l'écologie, là, l'environnement, les organismes. Les écosystèmes, tout ça. Si tu prends la biologie moléculaire appliquée à la cellule du corps humain qui contrôle tout, c'est-à-dire comme le neurone, c'est ça la neuroscience, dans le fond. T'étudies le cerveau, le système nerveux à une échelle, du moins à McGill, vraiment cellulaire. Puis après ça, c'est comme entrecoupé avec de la physiologie, fait comment calculer la dépolarisation d'un neurone, comme des circuits électriques dans ton cerveau, faire des études génétiques pour savoir qu'est-ce qui influence le développement du cerveau, qu'est-ce qui influence la connectivité de tes neurones, aussi de faire des... ça recoupe la psychologie. C'est vraiment comme un diagramme de Venn avec genre la bio, la psychologie, la physiologie. Au milieu, c'est vraiment comme la neuroscience dans ma tête. Avec le focus quand même plus micro que macro. Ouais. OK. Fait que c'est vraiment... T'essayes de comprendre les mécanismes du cerveau en étudiant vraiment comme spécifiquement là, les mécanismes là, dans presque leur plus petite échelle. En réduisant le plus possible les composantes à ce qui se passe réellement. C'est ça. OK, intéressant. Puis mettons, c'était quoi, mettons, ton cours préféré, genre? Je pense que mon cours préféré, ça a été mon cours d'introduction à la neuroscience. OK. C'est comme... c'est rare que les cours d'intro, c'est nos préférés. Là. Ouais, mais tu sais, je connaissais pas grand-chose à part de ce que j'avais appris en bio au cégep sur le neurone, le système nerveux et tout. Puis là, comme... Je sais pas, ça m'a vraiment impressionnée de réaliser à quel point on en savait beaucoup sur le neurone, mais qu'on en savait peu sur le cerveau. Qu'on est capable de disséquer le cerveau à sa plus petite échelle biologique, mettons, parce que ça va encore... On va pas à l'atome, là, mais on prend la cellule, puis si on examine la cellule, on est capable de comprendre comment la cellule fonctionne à l'intérieur, comment elle interagit avec son environnement. Mais après, c'est que tu mets cette espèce de bloc Lego dans, genre, le système nerveux au complet, puis il y a plein de choses qu'on comprend pas, qui se font comme juste naturellement. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Puis à une échelle supplémentaire, on n'est pas obligé d'aller complètement dans ça, là, mais à une échelle supplémentaire en plus,
là, si tu rajoutes la conscience, Mhm. il y a encore une autre affaire qu'on comprend pas en plus Ben de oui. tout ça. Ouais. Je vais en parler. Là. Ça me démange trop, là, mais c'est ce qu'on appelle en philo le hard problem of consciousness. Le problème difficile de la conscience, ça se traduit moins bien en français. Là. Mais c'est qu'en gros, malgré toutes les avancées scientifiques qu'on fait, notamment en neurosciences, de vraiment décrire les mécanismes du cerveau, neurologique, tout ça, il y a ce qu'on appelle un fossé épistémique. Il y a un gap qu'on n'arrive pas à franchir entre ces mécanismes-là et le fait qu'ils produisent une expérience subjective. Mhm. On n'arrive pas à comprendre pourquoi le fait que la partie neurosciences, je ne le sais pas, là, mais comme mettons tel circuit s'active puis ça fait en sorte que j'ai une sensation de douleur. OK, mettons. Ouais. Ça, on le comprend, c'est Ça, ça. on le comprend, Oui. mais on comprend pas pourquoi ça s'accompagne d'une expérience subjective, d'un effet que ça fait. C'est du fait que j'ai effectivement une expérience de la douleur. Parce qu'on pourrait tout aussi bien avoir tous ces mécanismes-là, toutes ces connexions neuronales, puis ces activations, tout ça, sans que ça s'accompagne d'une réelle expérience subjective. Du fait qu'il y a vraiment comme... ça feel comme quelque chose de vivre à travers tout ça. Puis ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer d'un point de vue réductionniste. On n'arrive pas à réduire la conscience, l'expérience subjective, Ouais. à un mécanisme en particulier du cerveau. Puis comme on est à un point zéro, là. Comme on n'est pas plus proche, malgré toutes les avancées qu'on a fait, on n'est pas plus proche d'expliquer ça qu'on l'était avant toutes ces avancées-là. Non, c'est ça. Ça, c'est comme le problème difficile de la conscience. OK. Peut-être un peu bâclé, là, mais C'est intéressant. Mais tu vois, tu sais, dans mon cours d'introduction, justement, je pense qu'une des premières choses dont les profs ont parlé, puis c'était pas pour dire, ah, ça, c'est comme la vérité, c'est vraiment plus une expérience de pensée qu'autre chose, mais ils ont fait une étude, ils ont fait une étude il y a quand même longtemps, là, je pourrais pas dire la date exactement, puis c'était tout simple, c'était avec un électroencéphalogramme, là, l'espèce de casque que tu mets sur le cerveau puis tu mesures l'activité électrique. Mhm. Ben, il y avait un bouton devant la personne qui était étudiée. C'est clair? Il y a Ouais, oui, t'as un casque puis il y a un t'as un bouton casque devant. puis un bouton devant toi. Cette partie-là, à date, ça va. Je sais que j'ai pas fait de bac en neurosciences. Non, mais- non, mais c'est parce que des fois, je m'en mêle dans mes pinceaux. Là. non, c'est bon. Fait que, Casque, bref, bouton. casque, bouton. Ouais. Puis la seule tâche de la personne, c'était de décider qu'elle allait peser sur le bouton. Puis ce qu'ils ont vu à l'expérience, c'est qu'avant même que la personne décide de peser sur le bouton, fait qu'elle entame genre la tâche d'activement peser sur le bouton, il y avait une activité qui se passait dans le cerveau. Fait qu'il y a des gens qui ont comme interprété cette étude-là comme si c'était déterministe puis que Mhm. tout était comme déterminé d'avance puis qu'on n'avait pas vraiment de libre arbitre. libre arbitre. Uh-huh. Puis c'est pas nécessairement ça la conclusion à avoir, mais c'est juste comme intéressant que même quand tu regardes des données probantes, que tu peux tirer ce genre de conclusion-là. Mhm. Fait que, très intéressant ce cours d'introduction. Hmm. Puis, est-ce que tu trouves, tu sais, d'avoir étudié autant le cerveau, tous les différents mécanismes, les molécules, tout ça, est-ce que tu as l'impression que ça enrichit ou ça t'aide à mieux comprendre ta propre expérience de la vie? Tu sais, à une échelle un peu plus large, là? Ben oui et non. Mhm. Il y a certains trucs que j'ai comme tirés ici et là dans mon parcours qui comme m'aident à comprendre un peu comment l'humain réagit face à certains stimuli et tout ça. Mais au final, juste étudier la neuro puis la médecine, ça me fait rendre compte que le corps humain est vraiment fragile puis tout est tellement comme balancé à un niveau précis que n'importe quoi peut arriver puis que ça devient comme pathologique. Mhm. Puis ça m'impressionne de voir qu'il y a autant de gens qui vont bien quand tout peut aller mal. Mon Dieu. Ouais, je comprends. Ouais. Ben c'est bien, c'est cool. Genre, c'est comme une petite machine genre, qui fonctionne. Mhm. Mais comme crime. Il y en a beaucoup des composantes dans la petite machine. Mhm. Ouais. Puis d'avoir étudié ces composantes-là t'aide un peu à être un peu plus reconnaissante de
de ta santé? Ou... Ouais, certainement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour l'humain. Là. C'est un peu un cliché, là, ce que je dis, mais tu sais, d'être capable de réellement apprécier le fait d'être en santé. Ouais. C'est très difficile parce que c'est beaucoup plus facile de se rendre compte seulement quand il y a quelque chose qui va mal. Là. Mais c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte que tout va bien. Tu sais, que ces centaines, sans doute centaines de milliers de processus différents fonctionnent vraiment bien. Tandis que dès qu'il y a une chose qui va mal, Ouais. Ok, c'est encore un cliché, là, mais il y a une petite. Un dicton, ou en tout cas, une petite catchphrase de un arbre qui tombe fait plus de bruit que toutes les forêts du monde qui poussent. OK. J'aime ça. Fait que tu sais, c'est aussi comme t'as un truc qui va mal, c'est beaucoup plus bruyant que toutes les autres affaires qui vont bien dans ton corps. Ouais. Mais. Ok, mais est-ce qu'il y a aussi comme. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est la même chose que de dire que comme des étudiants en psychologie n'ont pas nécessairement une meilleure santé mentale. C'est pas nécessairement parce que tu comprends le processus puis tu es capable de comme te identifier genre c'est ça qui est en train de se passer en ce moment dans mon corps. Mais honnêtement, je peux te dire que même après avoir étudié la neuroscience pendant 3 ans, puis avoir fait mon bloc de neurologie en médecine, puis avoir réétudié un peu le cerveau en prémed, comme je comprends pas. Puis je pense que personne comprend parce que justement, on va tellement pointu, on peut tirer des inférences de comme qu'est-ce qu'on remarque à l'échelle de la cellule et on peut faire des liens avec qu'est-ce que, mettons, les psychologues remarquent, qu'est-ce qu'on voit genre chez les patients. Mais il y a pas vraiment, en tout cas encore, à ce jour, il n'y a pas vraiment d'explication logique entre les deux. Il y a un article qui m'a vraiment marqué puisque j'avais fait un cours d'introduction à la psychiatrie à McGill à ma dernière année. Puis on avait lu un article sur les troubles du comportement alimentaire. Puis c'était vraiment comme en deux parties. Fait que la première partie, il faisait c'était plus comme behavioral, comportemental sur les humains. Fait qu'ils examinaient des gens sans troubles du comportement alimentaire et des gens avec. Puis ils essayaient de voir, pour eux, mettons dans des tâches simples à l'ordinateur, est-ce que c'était facile de créer une habitude? Puis est-ce que c'était facile d'effacer cette habitude-là? Puis après ça, avec un même comme phénotype, fait qu'ils prenaient des souris, puis ils peuvent pas recréer, mettons, l'anorexie mentale dans les souris, mais ils peuvent faire en sorte que la souris, elle a des comportements qui ressemblent à de l'anorexie mentale. Mettez la souris dans différentes conditions, comme, mettons, la souris, elle aimait beaucoup, genre, tourner dans une roue. Fait qu'il lui donnait la roue tout le temps. Puis là, elle aimait tourner dans la roue. Puis après ça, il lui donnait la roue juste en même temps qu'elle avait de la nourriture. Et là, elle allait pas manger, elle tournait dans la roue. Fait que ça recréait comme un peu des comportements d'anorexie mentale. Puis il faisait des études avec des souris de différents génotypes. Fait que là, une fois comme les gènes et comment ça affecte le cerveau au point de vue biologique, pour savoir c'était quoi le lien entre les deux. Puis il reliait ça aussi avec les patientes qui avaient participé à la première partie de l'étude. Au final, comprendre que l'anorexie mentale était vraiment reliée à la formation de comportements d'habitude, puis que les gens qui avaient ce genre de comportement-là avaient de la facilité à créer des habitudes, mais de la difficulté à désamorcer ces mêmes habitudes-là. Puis qu'au final, c'était la même partie du cerveau que celle qui gère les addictions comme à l'alcool, à la drogue et tout ça. Mais tu sais, en général, dans ce qu'on apprend en médecine, même dans la vie, comme c'est dans le DSM en psychiatrie, c'est classifié comme une maladie mentale qui n'est pas vraiment expliquée par la biologie. Mais elle peut s'expliquer par la biologie au final, c'est juste qu'on n'a comme pas encore fait les liens entre ces deux parties-là. Donc, ouais. OK. Mais OK, fait qu'on n'a pas fait le... Il y en a qui commencent à le faire, le lien. C'est ça qu'ils essayaient de faire avec les souris, de voir s'il y avait un lien avec le génotype. Ouais.
Puis avec les souris, est-ce qu'il en voyait un? Ou Oui, c'est ça. OK. Puis ce qu'il voyait dans le génotype, c'est que c'est des souris pour qui c'était plus facile de former des habitudes. C'était tout ça qui... C'est ça, c'était des souris que, de base, on avait comme modifié certains gènes pour que, mettons, la partie du cerveau, le striatum, la partie du cerveau qui gère comme les comportements, les habitudes et tout ça, soit, je sais pas si c'est le bon terme exactement, là, mais comme potentialisé, entre guillemets, qui fonctionne plus. Ouais. Puis ces souris-là qui étaient génétiquement modifiées allaient montrer après ça comme le comportement d'anorexie, qu'on peut pas appeler de l'anorexie puisque c'est une souris, mais tu sais, ce comportement-là. Un comportement similaire. Que d'autres souris comme qui n'avaient pas été modifiées génétiquement ne montraient pas. Puis qui étaient placés dans le même contexte ouais, c'est ça, les comportemental. Mêmes... Puis je m'en rappelle pas de l'étude à 1000%. Là. Il y a comme plein de petits trucs. Il y avait aussi la même chose avec des comportements qui ressemblaient plus à de la boulimie puis de l'hyperphagie, tout ça. Mais au final, c'est juste intéressant de savoir que toutes les disciplines qu'on a en ce moment sont très, comme on en parlait au début, c'est poussé, c'est comme tu veux aller vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, mais c'est tellement poussé qu'on réalise pas qu'il y a plein de liens entre ces disciplines-là, puis que au final, si le corps humain est une machine puis que tout fonctionne en même temps, mais c'est pas en étudiant comme une partie de la machine que tu vas comprendre la machine au complet. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal que toutes ces disciplines-là fonctionnent tendanciellement en vase clos, tandis que comme le corps humain, il fonctionne absolument pas comme ça. Ouais, mais c'est plus facile pour nous de compartimentaliser, puis après ça, de garder tout dans des petites boîtes. Parce que je sais pas si on est même capable de se rendre au point où est-ce qu'on comprend tout comme une unité. Ouais, comme un ensemble, tout ça. Là. C'est sûr que, puis là, c'est un peu, entre autres, la tâche de la philo, mais je vais pas m'aventurer dans ça encore. Là, mais... Ben non, mais vas-y. Ah, OK. Bon. Non, c'est juste... en ce moment, je prends un séminaire de philo à l'UDM sur la 4E Cognition, qui est un ensemble de théories en sciences cognitives, mais surtout en philosophie appliquée aux sciences cognitives contemporaines. Puis, qui dit que la cognition, le fait que... Je sais même pas comment expliquer c'est quoi la cognition, juste ce qui se passe, là. Ouais. La cognition. Là. Bon, il faudrait que je sois capable de mieux l'expliquer, mais en tout cas, c'est ce que traditionnellement on appelait l'esprit. Là, l'entité, puis comment tu perçois les choses autour de toi. Ouais, tu sais, comme pas mal l'ensemble de ton expérience consciente, là, tu sais, un peu... Sans utiliser conscience, parce que là, c'est comme un step de plus. Mais la cognition est pas juste située dans le cerveau comme on le conçoit traditionnellement, puis comme les sciences pures le conçoivent. Puis effectivement, comme le cerveau a un rôle majeur à jouer dans la cognition, mais ce que ces théories-là disent, les 4E, c'est que la cognition est aussi embodied, embedded, extended et enactive. Un par un, c'est la cognition est incorporée, elle est nécessairement dans un corps, donc on ne sépare pas le cerveau du reste du corps. Et le corps a un impact majeur dans le déroulement de ton expérience consciente. Elle est embedded, ça veut dire qu'elle est dans le monde. Donc, ta cognition est aussi influencée par ton environnement, par l'ensemble des données perceptuelles, par les autres aussi. Je ne vais pas agir de la même façon, je ne vais pas me ressentir de la même façon selon que je suis en présence de telle ou telle personne, tout ça. Extended, ça c'est comme un point un peu funky, là, mais c'est mon préféré, mais c'est étendu, mais en gros, c'est de dire que comme la cognition peut dépasser les limites de ta chair. Okay. Puis c'est là, les cas classiques, c'est mettons genre la canne de l'aveugle. Ouais. C'est comme un peu une extension de soi, puis qui perçoit à travers la canne aussi quand même, puis comme les prothèses, tout ça. Puis inactive, c'est dire que c'est un processus actif, un processus de transaction entre le sujet et le monde, tout ça. Fait que c'est un ensemble de théories qui vient entre autres de la phénoménologie, qui se pose en faux avec le dualisme cartésien, qui sépare
corps et esprit, qui a influencé là, la vaste majorité de la pensée occidentale. Puis moi, c'est quelque chose qui me fascine, là, puis c'est quelque chose que je mobilise aussi dans ma thèse pour l'appliquer à l'expérience de la littérature. Donc, c'est un peu funky, mais dire que comme l'expérience de la littérature ne se limite pas à l'objet livresque, mais que le fait de lire, l'expérience littéraire, est aussi incorporée dans le monde, intersubjective, étendu moyen, là, comme... Ça s'applique moins à... Ouais, ben, c'est comme c'est juste moins intéressant, je trouve. Là, mais anyway, t'es pas obligé d'accepter les 4 E. Là, c'est plus comme c'est un ensemble de théories, c'est pas comme une seule théorie. Mais puis j'ai recommencé à plus penser à ça cet été avant de prendre le séminaire là, cet hiver puis de vraiment le creuser. Puis je t'avais écrit pour voir comme pour te demander si comme il y avait cette perspective-là un peu en neurosciences, mais là je comprends vraiment mieux. Ben, de un, que ces théories-là sont relativement marginales, moins en philo quand même, là, il y a comme vraiment une tendance vers ça, mais ça reste là, dans le monde des idées quand même marginal, puis on peut soutenir un ensemble d'arguments contre ces théories-là aussi. Mais aussi que c'est pas du tout le focus de votre formation. Ouais, non. Genre, vous n'avez pas le temps non plus de réfléchir à ces affaires-là. Limite, ça pourrait être comme un cours complémentaire. Là, ben, je suis sûre qu'il y en a des chercheurs en neurosciences comme que ça rejoint. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons, la médecine, c'est vraiment pratico-pratique. Là, c'est comme... Mais aussi, par définition, si la neuroscience s'intéresse aux mécanismes, pas dans leur plus simple expression, mais tu sais, comme en réduisant les phénomènes aux mécanismes moléculaires ou biologiques, tout ça, ou neuronaux, mais par définition, tu t'intéresses pas tant que ça au rôle du reste puis de ce qui se passe en dehors de ces mécanismes-là. C'est normal aussi, là, c'est pas une faute intellectuelle, là, comme c'est tout à fait compréhensible. Non, puis je pense aussi que ça vient de comme la méthode scientifique qui est vraiment de comme, tu sais, tout ce qui est publié doit être appuyé par des données, puis doit être peer-reviewed, puis tout ça. Donc, les chercheurs se concentrent vraiment sur comme qu'est-ce qu'ils voient, puis qu'est-ce qu'ils mesurent. Mm-hmm. Fait que c'est là peut-être qu'il y a comme un lien qui se fait pas avec... Avec ces théories-là qui sont beaucoup plus conceptuelles et c'est beaucoup moins facilement quantifiable. Mm-hmm. Je pense que qualitativement, on peut faire un assez bon case. Ouais, mais je pense que je le verrais quasiment comme de la méta-analyse, dans le sens que à partir de toutes les données qu'on a, puis de toutes les études individuelles, on est capable d'inférer comme comment ça fonctionne à une plus grande échelle. Si il y a plein d'études qui ont démontré la même chose, ben c'est comme accepté par tout le monde. Mais s'il y a une théorie qui rejoint des données qui ont été acceptées par tout le monde, ben elles sont valides, là, comme elles sont basées sur la science, mais c'est pas comme du travail de première ligne, de comme t'es dans un labo puis tu mets un poisson dans une gélose puis tu regardes au microscope comme quelle partie de son cerveau s'allume. Mm-hmm, mm-hmm. Ouais, c'est intéressant. Je vais demander à mon prof, c'est demain, mon séminaire, s'il y a des choses vraiment plus dans les neurosciences qui sont inspirées par ça. C'est un spécialiste de ça. Oui, je serais curieuse de savoir. Ouais. Je vais lui demander. Je m'engage à lui demander, puis en même temps, je vais pouvoir lui demander si ça lui tente de venir au balado. Ça serait vraiment intéressant d'avoir ça. Là. Mais, j'écouterais cet épisode. Ouais. Il serait lourd, là, quand même. Là. Ça serait comme de la philo, là. Puis c'est un prof de philo, mais ça serait cool. Bon, en tout cas, je fais pas de fausses promesses. Ben, je veux dire, si fausses promesses je fais, c'est juste à mon encontre. Il y a personne qui va me taper sur les mains. Ben non. Peut-être un ou deux téléspectateurs qui sera déçu s'il vient pas, mais disons que... Ouais, c'est ça. Toi, puis Raph, qu'on salue. Bon, allô, Raph. J'ai shout-out. Je sais pas c'est qui, Raph, mais je suis vraiment contente que tu sois là. Ouais, c'est un abonné qui m'écrit, que j'ai rencontré à l'UTM. J'ai animé un cercle de lecture sur Borges. C'est super le fun. Bref. Chouette. Encore dans les neurosciences, là, mais je t'avais écrit un peu de... si t'as il
Y a-tu des trucs un peu pratico-pratiques que tu gardes de ça? Que ça soit... Moi, mettons, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout autour de la concentration, parce qu'au final, c'est la matière première de mon travail, c'est de la concentration. Ouais. Si je suis capable d'être concentré, je suis capable de travailler. Mm-hmm. Parce que aussi, je dis ça aussi parce que tu avais fait une vidéo là-dessus. Ouais. Des trucs pour aider à la concentration. Là. Ouais, ben oui, je peux m'aventurer là-dedans. Dans mon bac, j'ai vraiment comme compris un truc, puis je sais que ça paraît très trivial, mais j'avais pas compris encore que pour mémoriser quelque chose, il faut être concentré. Comme la mémoire se passe en 3 étapes. T'as de l'encodage, après ça de la consolidation, puis après du rappel. Puis ces 3 étapes-là se passent dans des parties différentes de ton cerveau. Mais la première étape, c'est de l'encodage. Puis c'est très logique, mais s'il y a un stimuli à l'extérieur de toi, puis là, je parle pour les cerveaux neurotypiques, là, je sais vraiment pas pour le reste du monde, mais mettons, un cerveau neurotypique, s'il y a un stimuli à l'extérieur de toi, puis que tu n'y prêtes pas attention, tu peux pas l'encoder. Fait que tu peux pas t'en rappeler. Les gens qui disent « Ah, moi, je suis capable de faire 2 choses en même temps », je suis comme pas convaincue parce que si tu fais 2 choses en même temps, tu as 2 stimuli en même temps, c'est sûr que tu vas prêter attention à un des 2 à chaque instant. Donc, au final, tu vas prêter attention moins aux 2 choses. Puis c'est pour ça que quand tu fais 2 choses en même temps, ça prend plus de temps. Parce que tu fais 2 choses séparées que tu as l'impression de faire en même temps, mais tu les fais pas en même temps. Fait que oui, l'encodage, qui est la première étape de la mémoire, nécessite de la concentration. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que la solution à être plus concentré, c'est de se forcer à être plus concentré. Puis ça, ben, c'est comme d'éliminer les stimuli superflus. Parce que ton cerveau, mettons, en général, il est en mode survie. Fait que c'est sûr que si, mettons, on est en train de se parler puis qu'il y a un gros bruit derrière, les 2, on va se tourner vers le bruit parce que on veut comme savoir qu'est-ce qu'il y a autour de nous, être conscient de notre environnement puis se protéger de menaces éventuelles. Fait que si tu es dans un environnement où est-ce que tu as besoin de te concentrer sur quelque chose, genre un livre, mais que tu as ton téléphone qui n'arrête pas de sonner à côté, ça, c'est un stimuli. Puis surtout les téléphones, je pourrais comme partir longtemps là-dessus, mais ça a été designé spécifiquement par une équipe de scientifiques qui ont tout fait pour maximiser le fait que notre cerveau aille volontairement vers cet objet-là, passe le plus de temps possible sur cet objet-là. Fait que, tu sais, les couleurs flash, les sons, les vibrations, tout ça, c'est comme une combinaison de gens qui ont vraiment étudié à savoir à quel point ça allait comme hook le consommateur. Puis, je sais pas si t'avais écouté le documentaire Netflix il y a quelques années sur... je m'en rappelle même plus le nom, mais c'était comme... C'était vraiment... Ouais. Je l'avais pas écouté, mais je me rappelle. Ben, ça, je l'avais écouté, puis c'était vraiment intéressant parce que au final, c'est vrai que si un truc qui est comme gratuit, genre les réseaux sociaux, ben, on est le produit. Fait qu'ils sont vraiment en compétition constante pour notre attention. C'est pour ça que c'est comme scroller, c'est super addictif. Juste les réseaux sociaux en général te donnent l'impression de connecter avec des gens, mais on voit comme de nos jours que c'est quasiment rendu la moitié, c'est de l'intelligence artificielle. Là. Qu'est-ce qu'on voit tout le temps? Mais bref, tout ça pour dire que il y a des stimuli en général qui vont prendre ton attention plus que d'autres. Puis, ben, si tu veux être concentré, il faut éliminer ces stimuli-là. Donc, être dans un endroit silencieux ou avec de la musique, mettons, sans parole. Des bruits blancs. Ouais, des bruits bruns. C'est ça. De faciliter le fait que tu puisses encoder de l'information. Puis si tu l'encodes pas, tu seras jamais capable de t'en rappeler. Puis la prochaine étape, ben, c'est la consolidation. Mais ton cerveau est pas fait pour retenir tout ce que tu lis. Genre, il y a des gens, très rares, personnes qui retiennent tout ce qu'ils lisent, puis c'est pathologique parce que ça devient insupportable. Si tu retiens tout ce que tu lis, à chaque fois que tu vas avoir quelque chose que tu as déjà lu dans le passé, ça va faire comme un train de pensée interminable, puis tu vas te perdre dans ta tête. Là. Ah ouais.
Mais si tu retiens tout ce que tu lis, puis tu as lu le journal en 1971, tu lis un mot qui te fait penser à ce que tu as lu dans le journal en 1971, genre, c'est comme tout te fait penser à tout. Là. On en avait parlé un peu en euro, mais il y avait une personne à qui c'était arrivé, puis comme c'était insupportable. Fait au final, tu veux ne pas te rappeler des choses qui sont pas pertinentes. Fait que, comme je disais, il y a 3 parties, l'encodage, la consolidation, puis le rappel. Puis la consolidation, mais si tu as un étudiant qui veut comme, apprendre d'une manière efficace, il faut répéter. Puis je sais qu'on le dit comme... Je sais même pas si c'est un truc de grand-mère, mais tu sais, l'affaire comme il faut apprendre quelque chose 7 fois avant de le retenir. T'as-tu déjà entendu ça? Genre répéter un truc 7 fois. Ouais. Je sais pas si cette fois, c'est un vrai chiffre. Ouais. Probablement pas. Mais ça reste que, mettons, dans les premiers 24 heures, que tu as appris quelque chose, tu vas l'avoir encodé. Puis là, ton cerveau va décider si ça vaut la peine de le garder ou pas. Parce que, mettons, tu as un neurone, puis tu as un deuxième neurone, puis, ben, ils vont comme se connecter ensemble. Mais la connexion, elle peut se faire comme manger par une autre cellule. Genre. Ah. Ouais. Mon Dieu. On appelle ça de l'élagage. Bref. C'est la guerre. Ouais. Faut que tu gardes seulement les connexions nécessaires. Donc, si tu apprends quelque chose puis que tu le réétudies 2 semaines après, c'est beaucoup moins efficace que si tu apprends quelque chose puis que tu le réétudies dans les 24 heures. Parce que dans les 24 heures, tu vas le consolider, mais dans les 2 semaines, tu vas l'encoder à nouveau. Genre une deuxième fois. Oh, c'est un bon truc, ça. Il faut comme guider son cerveau vers lui dire comme hey, ça, c'est important. Ouais. Puis pour ça, il faut entreprendre des actions, il faut mettre un effort cognitif supplémentaire pour comme vraiment être comme ça, j'ai besoin que tu t'en rappelles. Puis ça, j'ai besoin que tu le consolides. Fait que réétudier ou même repenser à des cours comme rapidement, selon moi, c'est la meilleure technique. Après, il y a la contrainte du temps. Genre, c'est pas toujours possible. Fait que rendu là, c'est mieux de le réétudier dans 2 semaines que de jamais réétudier, tu sais. Mais down the line, je présume que tu sauves du temps si tu parviens à l'étudier dans les 24 heures. Ouais, je pense que oui. Même si on a tous une procrastination. Mais comme si tu parviens à l'étudier dans les 24 heures, tu n'as pas à le réencoder. Donc, tu te sauves une étape supplémentaire. C'est mon prof de bio du cégep qui nous avait parlé de ça pour la première fois. Puis bon, à vérifier si c'est comme vraiment arrivé. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait étudié avec cette technique-là de vraiment comme refaire tout, genre, de suite après. Puis qui avait fait comme son bac en genre 1 an et demi en place de 3. Là. Puis qu'il y avait comme plein de cours en même temps. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais le prof de bio nous avait dit ça. Puis j'étais comme, intéressant. Ouais, en tout cas, ça peut être un facteur de motivation supplémentaire. Que ce soit vrai ou pas. Sans vouloir dire que ça va être une solution magique puis qu'il faut que tout le monde fasse son bac de 3 ans, 1 an et demi. Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres contraintes aussi qui influencent ça. Là. Puis tu sais, au même titre que s'il y a un événement comme intense qui arrive, ben tu vas être plus porté de t'en rappeler parce que tu vas y repenser beaucoup. Fait que tu vas comme... consolider. Puis là, ben... Puis en plus qu'on a un biais négatif, qu'on se rappelle un peu plus des événements négatifs. Comme quoi, il y a peut-être actually vraiment quelque chose de pertinent dans les pensées de gratefulness, là, vraiment de pratiquer, de se réveiller le matin puis ou de se coucher le soir puis de penser aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Hein. Faudrait lire là-dessus. Ouais, mais il y a peut-être... En tout cas, ça me semble logique à tout le moins avec ce que tu décris comme mécanisme, que ça pourrait réellement avoir un effet. Mais, donc, toi, par exemple, comment tu t'y prends pour étudier? Je suis curieux. Parce que c'est justement, là, comme étudier en médecine, c'est genre... Oh mon Dieu, t'as l'impression que c'est une montagne là, insurmontable. Ça ressemble à quoi concrètement tes semaines de travail, même si je présume qu'elles sont assez différentes. Mais je pense que chaque personne étudie vraiment avec comme... Faut que tu trouves ta technique d'étude. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un de très visuel. Fait comme les schémas me parlent beaucoup plus que, mettons, des flashcards. La plupart des étudiants étudient avec des flashcards, je crois.
qui est quand même une bonne technique puisqu'elle est basée sur la répétition. Flashcard qui te permet de te questionner. Là. Ouais, c'est comme ça. question-réponse. C'est comme t'écris toi-même ou tu prends celle des collègues. T'écris une question, à l'endosser la réponse. Mhm. Puis Parce que il y a ça te des force à logiciels aller. de nos jours que c'est comme si t'es vraiment certain à 1000% d'une réponse, tu le mets comme super confiant. Puis si t'es pas certain, tu le mets comme pas confiant. Puis là, selon ton niveau de confiance, ils vont te montrer la carte plus ou moins souvent. Puis pour que ça soit efficace, tu serais supposé en faire comme à chaque jour. Mhm. Moi, je suis moins là-dedans. C'est exactement ce que je faisais en écologie. Je sais pas si j'en ai parlé ici, mais ma technique, vu que j'ai jamais aucune formation en sciences, puis là, j'étais dans un certificat en écologie, puis c'était comme, tu sais, c'est vraiment des examens de sciences, tu sais, Ouais. certificat, là, c'était pas si poussé, mais tu sais, genre écologie. Toi, c'est de diminuer tes accomplissements. Non, mais genre, mettons, non, mais en tout cas, mais tu sais, mettons, cours de biologie végétale, c'est vraiment du par cœur, genre, du pur par cœur. Ouais. Puis, ce que je faisais, c'est chaque semaine après le cours, souvent le lendemain, je pense, ou en tout cas, dans la semaine même, j'écrivais un document de révision. Puis là, comme sur un côté de mes feuilles, je mettais des questions. Tu sais, je révisais la matière, puis là, je faisais des questions. De l'autre côté, je faisais les réponses. Puis là, tu sais, là, je commençais comme peut-être 2 semaines avant l'examen. Chaque jour, je faisais. Puis là, la première ronde, des fois, il y en avait que comme c'est sûr que je l'ai. Puis c'est comme ça sert à rien. Fait que là, genre, je surlignais celles que j'avais pas réussi. Puis ensuite, le lendemain, genre, j'encerclais celles que j'avais encore pas réussi. Fait que là, ça faisait comme C'est un nice. Ouais, ben c'est ça le concept. Ouais. Puis, T'as réinventé les flashcards. écoute, mais ça me prenait tellement de temps. Oui. C'est pour ça que je dis aussi qu'il y a d'autres contraintes. Tu sais, moi, j'étais chez ma mère. Je travaillais pas pendant l'école. J'avais aucune relation conjugale. Je faisais essentiellement que ça. Et donc, j'avais vraiment comme le temps aussi pour faire ça. Tu sais, ça prenait beaucoup de temps quand même si c'était très efficace. Là. Puis ça me garantissait, c'était comme j'arrivais à l'examen puis je connaissais 100% de la matière. Genre. C'est comme... Ouais. Puis en plus, avant l'examen, je faisais des sessions de révision avec des collègues. Puis là, j'avais mes documents de révision. Puis que là, en plus, je leur expliquais la matière souvent. Donc là, c'est comme une autre façon en plus d'aller le chercher, le rappel, peut-être, l'information. Puis moi, je suis très vendue sur le fait d'étudier de plusieurs manières différentes avant un examen. C'est une histoire de cas de moi-même, là, mais dans le sens que dans ma vie en général, j'ai toujours mieux performé à des examens si j'avais utilisé plusieurs techniques différentes en allant vers l'examen. Fait que, mettons, t'étudies ton bord, puis une fois que t'es vraiment confiant, ben là, tu peux comme en parler avec des amis puis réexpliquer. Réexpliquer, c'est full une belle technique. Là. Ça te permet de savoir si t'as bien compris parce que tu peux penser que t'as bien compris quelque chose, puis après ça, tu bugs complètement, puis là, et finalement, c'est mélangé dans ma tête. Genre, ça marche pas. Fait que réexpliquer, c'est une bonne façon de se tester aussi, de savoir si tu maîtrises réellement la matière. Puis juste comme de varier les stimuli. Genre, moi, j'aime beaucoup, là, je t'ai dit, qu'est-ce qui est visuel. Fait que je me fais genre des cartes heuristiques, puis comme des espèces de graphiques. Puis je mets des couleurs différentes pour ça. Tu sais, des codes de couleurs et tout ça. Mais après ça, peut-être je vais comme me relire à voix haute ou m'expliquer à voix haute. Puis là, je vais m'entendre. Fait que ça va être comme différent de voir. Puis là, peut-être je vais l'expliquer à quelqu'un. Fait que ça va être moi qui essaye de dire comme qu'est-ce que j'ai compris, puis je réalise sont les failles dans ma compréhension. Tu sais, logiquement, en utilisant toutes ces techniques-là, puis en trouvant la technique qui t'est le plus appropriée, tu serais capable d'apprendre tout. Mais là, c'est sûr, il y a la contrainte de temps. Ouais. Le fait que ça soit maintenant succès-échec, ça aide vraiment avec ça parce que faut que tu fasses un choix de prioriser qu'est-ce que tu veux apprendre. Mais en ce moment, maintenant, je priorise qu'est-ce qui va être pertinent pour comme, la pratique clinique. Puis je sais que je vais avoir l'occasion de le réapprendre dans le futur. Fait que ça sera pas comme perdu, là. Mais ouais, faut... Puis ça ressemble à quoi, tes semaines de travail? On a 2 cours, environ 2 cours magistraux par semaine. Un atelier qui est comme plus communication, l'affaire du musée dont je te parlais, des choses comme ça. Un avant-midi. Puis quand je te dis un cours, c'est tout en 3 heures. Là. Ouais. On a 2 leçons de 3 heures ou une leçon, un atelier. Comme 6 heures de cours. Après ça, on a une autre 6 heures d'apprentissage par équipe. Fait que ça, c'est
t'apprends avant, tu viens, tu parles. Puis 3 heures d'activité en milieu hospitalier. Puis là, c'est comme 15 heures à peu près Ouais. de pure présence à l'école. Puis ils s'attendent à ce que tu étudies genre 40 heures on your own. Ouais. Mais tu sais, mettons, juste me préparer pour les APE, les cours inversés, ça me prend à peu près genre 6-7 heures par cours. Fait que ça, c'est T'en as 2 par semaine. Ouais. Ah, manouche. Ouais. Mais tu sais, c'est dans un monde idéal, le 40 heures. Je connais pas beaucoup de monde qui font ça pour vrai. Mais c'est ce qu'ils nous disent, c'est que... Dans la mesure où ils font moins ou plus? Ah, ben, t'en fais moins, puis là, une semaine avant l'examen, t'en fais vraiment plus. Ouais. C'est comme facile d'avoir genre 70 heures. Mais moi, c'est que j'aime ça étudier, fait que je le fais. Ouais. La seule chose que je trouve plate, c'est quand, mettons, j'organise mal mon horaire, puis là, genre, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner ou comme Ouais, faire quand du ça sport. empiète sur... Ouais. Mais ça, c'est un skill issue, comme ils disent les jeunes de nos jours. Un skill issue? Genre, faut gérer son horaire, puis il n'y aura pas de problème. Là. Comme si, Ouais. si, mettons, j'étudie 3 heures de plus la semaine d'avant, ben, je vais avoir 3 heures de libre pour aller comme au gym. Ouais. Ou si je décide de give up sur le 2% de plus que je peux avoir à l'examen, qui est même pas comme. Qui a même pas de note au final, Mhm. et je peux aller faire de l'escalade. Tu sais. Mhm. Mais bon. Skill issue. Ben, c'est quelque chose à apprendre là, avec essai-erreur. Ouais, ouais. Puis des fois, c'est ça, il y a des circonstances qui t'échappent. Là. Mm-hmm. C'est pas tout est pas dans Mais il n'y a le rien contrôle. de mieux que le feeling d'arriver à un examen, puis chaque question, t'es comme « Ah, je connais la réponse. Ouais. Ouais, C'est vraiment le fun. Ah ouais. Ah, c'est fou. Ouais. T'es vraiment... L'image que j'ai, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Là, mais c'est peut-être pas l'analogie la plus appropriée. Là, mais moi, je le sens comme ça. Là. Jesus qui walk on water. J'aime ça pour toi. Ouais. Je peux pas dire que je me sens pareil, mais j'aime le feeling, Ouais, définitivement. Non, mais j'ai pas eu ça souvent. Après ça, c'était des trucs de philo. Mais en plus, moi, j'ai étudié à une époque lointaine où ChatGPT n'existait pas vraiment. Mm-hmm. Donc, la plupart de mes évaluations en philo, c'était des textes que je devais écrire chez moi. Donc, c'était quand même assez différent. Moi, ça m'angoissait beaucoup quand j'ai commencé la philo. J'étais comme, oh mon Dieu, je peux plus contrôler à 100% mon évaluation. Là. Ouais. Je peux plus me garantir d'avoir A+ à tous les cours. Comment je vais faire? Mais c'est Puis beau ensuite, l'incertitude. Ouais. Puis après ça, j'ai développé des trucs. J'ai compris qu'est-ce qui te faisait avoir des A+. Ouais. J'ai compris comment les profs corrigeaient puis les auxiliaires corrigeaient. J'ai vu ton TikTok là-dessus. Ouais. Ben, c'est vrai, en plus, pour vrai, c'est vrai. Mais en plus, maintenant que je suis de l'autre côté puis que moi-même je corrige, je peux le dire avec... Confiance. Avec assez de confiance que si ton travail est bien écrit, si c'est clair, si tu répètes souvent, voici ce que je suis en train de faire, voici ce que j'ai fait, voici où je m'en vais, Mm-hmm. il y a de très bonnes chances que la personne qui corrige soit assez reconnaissante de ça puis qu'elle veuille te donner une bonne note. Mais il y a beaucoup ça aussi, c'est que comme à force de corriger, tu vois, t'as une idée un peu de l'ensemble. Tu es capable de percevoir, c'est vraiment bizarre, là, mais tu es capable de percevoir le degré d'effort qui a été mis dans le travail. Ouais. C'est juste comme à force d'en lire 100, c'est comme tu es capable de le voir tout de suite, quelqu'un qui a vraiment comme mis de l'effort puis quelqu'un qui en a pas mis. Puis comme, évidemment, tu as envie de récompenser ça. Ou en tout cas, moi, j'ai envie de récompenser ça, quelqu'un qui a réellement mis de l'effort. Mais mettons, en calculant que ChatGPT est pas là. Mais... Ouais. J'avais même pas conscience que ChatGPT existait jusqu'à temps que j'aille fini comme mon bac. Ouais. Puis du jour au lendemain, c'était genre partout. Ouais. Genre 2023, Mm-hmm. autour de ça. Ouais. T'es-tu contente d'avoir fait ton bac sans Vraiment. ChatGPT? Oui. Est-ce que je vais me rappeler de tout ce que j'ai appris au bac? Non. Mais je vais me rappeler comment aller chercher de l'information. Même comment écrire un texte. Que moi aussi, j'en avais des cours au bac où est-ce que c'était comme des dissertations. Là. Comment valider des sources. Comment... Tu sais, juste apprendre à lire un article scientifique puis avoir un regard critique sur les méthodes puis les résultats. Parce que c'est pas parce que il y a des résultats qui ont été publiés qui valent quelque chose.
tu peux faire une recherche tout croche puis dire « Ah, on a trouvé que... » J'ai pas vraiment d'exemple, mais que telle molécule guérissait le cancer chez les singes, mais que dans le fond, le singe il est exposé à genre 1000 affaires, dont ben des radiations puis de la chimio qui existait déjà, puis dans le fond, ta molécule, elle sert à rien. Là. Donc, j'avais vu un influenceur québécois qui disait comme que les ondes genre de téléphone, c'était vraiment mauvais. Puis il se basait sur des articles, mais ma formation m'a permis de lire ces articles puis de faire comme... C'était peut-être pas les meilleurs articles qui ont été écrits de l'histoire de l'humanité, tu sais. Mais ça, le ChatGPT, il fait pas pour toi le travail. Ouais. Tu lui poses une question, puis c'est un modèle prédictif. Fait que c'est quoi la meilleure lettre à mettre après la lettre précédente? Ben, c'est ça qui va t'écrire. Puis s'il y a de l'information out there sur Internet, elle va se ramasser dans ta réponse. Mais ça veut pas dire que cette information-là, elle a de la valeur. Puis j'ai l'impression que plus on va utiliser l'intelligence artificielle, plus l'intelligence artificielle va se baser sur des réponses de l'intelligence artificielle, puis plus on va s'éloigner de comme quelque chose qui fait du sens. Mm-hmm. Puis même dans une formation universitaire, même si tu imaginais ChatGPT, mettons, tu le remplaces par le plus grand expert dans ton domaine, puis que c'est à cette personne-là que tu parles, ben c'est quand même, à mon sens, néfaste d'avoir recours à ça, parce que comme l'objectif d'une formation universitaire, c'est de faire l'effort. Tu sais. Mm-hmm. C'est comme, oui, c'est déplaisant là, de faire un effort puis de devoir se mettre au travail, mais comme c'est pour ça que tu étudies. Tu sais. Puis c'est ça qui te donne ensuite les compétences qui te permettent de réellement trouver une valeur dans ce que tu as étudié. Tu sais. Fait que même si c'était exact à 100%, le fait que comme quelqu'un soit là pour te résumer puis te régurgiter l'information, ben, tu perds comme la vaste majorité de comme, ce qui fait la valeur de ta formation. Tu sais. Mm-hmm. C'est le fait de comme devoir t'asseoir et être comme OK, il faut que je comprenne ça, faut que je le mette à l'écrit, il faut que je m'en rappelle, whatever. Ouais. C'est là où comme tu fais vraiment les gains cognitifs. Puis tout le monde me trouve vraiment gossante de comme... Moi, j'écris mes courriels à la main. Genre, j'utilise pas ChatGPT pour écrire mes courriels. Ouais, moi non plus. Mais tout le monde est comme, ben voyons, là, genre, mets-le dans le chat, que ça va être plus rapide. Je trouve ça quasiment plus drainant de m'imaginer écrire un prompt pour l'intelligence artificielle qui veut dire exactement ce que j'ai envie de dire que de juste l'écrire moi-même. Mm-hmm. Puis je l'ai fait comme le test. Là, j'étais pas en mode genre, je vais quizer ChatGPT, mais juste dans le passé, comme ça m'est arrivé de l'utiliser puis de poser des questions. Puis le fait d'avoir une formation en neurosciences puis de connaître bien les sujets, quand je posais des questions sur les sujets que je connaissais bien, je voyais qu'il y avait comme des parties de la réponse qui étaient erronées. Fait que je pense que c'est un bel outil. C'est juste qu'il faut déjà connaître un peu où est-ce que tu t'en vas, un peu comme le contenu que tu recherches, parce que faut que tu sois capable de le voir quand il y a des parties de la réponse qui sont pas bonnes. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que aussi rapidement dans ta formation, c'est pas top. C'est pas une bonne chose. Non. Ouais. Pour finir, là, j'ai vraiment envie de partager mon expérience de pensée. Là, puis vas-y. le temps file, mais puis t'es pas obligé d'avoir quelque chose à répondre. C'est juste que j'ai l'occasion d'en parler, fait que je suis juste content. Ça vient, entre autres, d'une vieille vidéo de Monsieur Phi, un vulgarisateur philosophe français. Okay. Très, très bon. J'en parle quand même souvent, mais c'est un très, très, très bon YouTuber français. La vidéo qui s'appelle « Voulez-vous mourir ?» C'est un titre un peu clickbait, là. Mais qui présente une expérience de pensée qui, dans le fond, part du principe de base. L'objectif de la médecine, c'est qu'on meure moins et qu'on soit en meilleure santé. Right? Ouais. Par la prévention, par guérir des maladies, tout ça. Comme l'objectif vraiment global. Mettons qu'on s'éloigne des soins palliatifs, oui. Oui. Excluant soins palliatifs. Ouais. Okay. Excluant soins palliatifs, disons que l'objectif global, c'est qu'on soit en santé, qu'on ait une expérience corporelle agréable, puis idéalement qu'on meure pas trop rapidement. Puis c'est pour ça qu'on crée des vaccins, qu'on cherche des traitements pour les cancers, qu'on fait de la prévention, qu'on dit qu'on toutes les paquets de clopes ont la même couleur dégueulasse, brun, marde, qui d'ailleurs est la couleur la plus répugnante apparemment. Ah bon? Ouais, il faudrait me fact-check, là, mais c'est genre 447C, une affaire de même, en tout cas. OK, on a le X-code, là. ouais, mais je pense pas que c'est le bon. Mais okay. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Fact-checker.
Or, imagine que je te disais là, qu'il existe une maladie que tout le monde a, qui augmente considérablement les risques de développer des cancers, des défaillances des organes, de presque la plupart de toutes les maladies, qui nous limitent dans nos mouvements corporels, qui réduit significativement le confort de notre expérience corporelle. Si cette maladie-là existait, même là, je me suis un peu mélangé, mais mettons que cette maladie-là existait, je présume qu'on s'évertuerait quand même le plus possible à essayer de la guérir, en imaginant que tout le monde était atteint d'une maladie qui pouvait significativement augmenter tes risques de décès, puis de développer des maladies, puis tout ça, puis que ça... Or, cette maladie-là, mais là, c'est là où c'est un peu un stretch, mais c'est ça que je trouve ça le fun, c'est la sénescence. Et la sénescence qui est le mot fancy pour dire la vieillesse. Mm-hmm. Parce que une des prémices de cet argument-là, c'est que la sénescence, la vieillesse, même si pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel, puis pour la très vaste majorité des organismes vivants vont connaître la sénescence, vont se dégrader avec le temps, c'est pas nécessairement quelque chose d'inévitable. Il y a des organismes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu même, puis c'est là où on est dans une expérience de pensée, on est dans la philo. Là, genre les tardigrades. Genre les tardigrades ou genre des tortues ou des requins qui connaissent peu la sénescence ou pas du tout, possiblement. Donc, il n'est pas théoriquement impossible qu'on puisse guérir, entre guillemets, de la sénescence, les êtres humains. Mais si l'objectif de la médecine, c'est qu'on ne meure pas, qu'on reste le plus possible en santé, et que la sénescence, on la considère comme une maladie qui augmente le risque de développer presque toutes les maladies et qui même éventuellement est fatale inévitablement. Est-ce que ça ne devrait pas devenir l'objectif principal de la médecine, de nous guérir de cette sénescence qui garantit une mort fatale? En tout cas, c'est ça, en gros, l'argument. Je l'ai un peu escamoté, là, mais... Non, mais je comprends. Ouais. Je voyais où est-ce que tu t'en allais aussi. Ouais. Puis il présente aussi l'expérience de pensée de, comme, imagine que l'humanité a jamais connu la sénescence. Parce qu'il y a aussi un truc qui est comme, l'on dit, comme, ben là, on mourrait plus, tu sais. C'est comme, ben non, c'est pas ça. On meurt quand même. On est quand même des êtres mortels. C'est juste qu'on meurt pas nécessairement à comme 90, tu sais. Puis, mettons que tu imagines que l'humanité n'a jamais connu la sénescence. Que, bon, on change la biologie, puis c'est pas une espèce qui vieillit. Mais on peut quand même dire que dans l'histoire de l'humanité, jusqu'au développement récent de la médecine, tout ça, l'espérance de vie est à peu près la même quand même s'ils ne connaissent pas la sénescence, parce qu'ils ne sont pas protégés contre les maladies, l'hygiène de vie est toujours pas aussi bonne, tout ça. Tu sais, comme mettons qu'il y a genre 1000 ans, l'espérance de vie, c'était genre, je sais pas, genre 35 ans, je sais n'importe quoi, là, parce qu'il y a des hauts taux de mortalité infantile, tout ça, blablabla. Ben, même s'ils ne connaissent pas la sénescence, il y a des hauts taux de mortalité infantile, il y a des maladies, il y a tout ça. Il y a juste comme certains individus qui sont comme vraiment chanceux puis qui meurent pas vraiment, tu sais, puis qui connaissent pas ça. Puis là, dans ce scénario-là qu'on imagine, dans cette expérience de pensée où l'humanité n'a jamais connu la sénescence, on imagine que la sénescence arrive comme une maladie, comme une espèce de pandémie. Puis là, à un moment donné, toute la surface du globe est atteinte de cette maladie-là qui nous donne des rides, qui nous fait perdre nos cheveux, qui réduit les fonctionnements de pas mal tous nos organes, puis qui éventuellement nous tue tous peu à peu. Alors, c'est comme, ben là, il faut absolument guérir de cette pandémie-là. Donc, ça challenge un peu nos intuitions vis-à-vis de ce... Ben, tu sais, je pense, cela dit, je dis ça, là, comme c'est vraiment juste une facétie intellectuelle. Là. C'est pas du tout pour dire que l'objectif de la médecine devrait maintenant devenir être de nous guérir absolument de la vieillesse. Mais je trouve ça intéressant parce que ben, c'est quand même une question qui se pose beaucoup en médecine. C'est quoi l'acharnement thérapeutique? Puis comme, à quel point est-ce que quand tu es dans la situation, tu veux aider ton patient puis tu veux comme qu'il guérisse
au meilleur de tes capacités, mais qu'il y a une certaine ligne à partir duquel c'est vraiment juste de l'acharnement. C'est pour ça qu'il y a comme des comités d'éthique qui vérifient tout ça. Fait que oui, je trouve ça intéressant. Puis aussi juste de questionner la valeur. Tu sais, la santé, c'est une de nos valeurs les plus répandues. Il y a personne qui dirait comme « Ah, la santé, c'est pas important pour moi ». Mais au final, c'est comme une valeur comme les autres. Fait que est-ce qu'on met trop de ressources là-dedans versus comme dans l'éducation, dans l'environnement et tout? C'est le même genre de questions que tu pourrais poser. Absolument. Ouais, qui sont probablement plus pressantes là, que celle de vouloir guérir la sénescence parce que c'est. Disons que je ne suis pas du tout l'avocat de ça. Là. Je pense à le dude là, qui essaye de reverse aging. Là. Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Là. Un Américain un peu zélé là, qui veut arrêter de vieillir. Il y en a beaucoup. Puis qui fait toutes sortes d'affaires contre ça. C'est pas du tout ça. Là. C'est vraiment dans l'expérience de pensée. Mais c'est ça. Je pense que le caractère préventif est beaucoup plus intéressant. Puis aussi, c'est ça. Même si on imaginait qu'on pouvait comme guérir de la sénescence, d'imaginer, disons, que ce remède-là, entre guillemets, soit pas accessible universellement. Ouais. Tu sais, là, c'est comme t'arrives à un scénario où, genre, c'est vraiment dystopique. Là, c'est catastrophique. Les élites arrêtent de vieillir, puis tout le reste de la populace sont pognés à être vieux, tu sais, tandis que les élites ne vieillissent pas et ne meurent plus. Donc, ils restent riches entre eux. Et, bref, donc c'est ça, c'est pas du tout... je pense pas que ça devrait être la priorité numéro 1 de la médecine, mais c'est intéressant de challenger les intuitions selon lesquelles, surtout, vieillir, c'est comme une composante absolument naturelle. Puis, tu sais, évidemment que c'est comme... notre organisme est fait comme ça à la base, là. Mais, tu sais, on pourrait dire que d'avoir le tétanos... c'est quelque chose de naturel aussi. C'est comme, non, là, je suis quand même content d'être vacciné puis de pas avoir le tétanos quand je me coupe. Là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Là-dessus, merci beaucoup, Adèle. Ben, merci à toi. C'était chouette. C'était vraiment le fun. On va te suivre sur TikTok, Adèle Neurosciences, où plus d'abonnés que moi depuis toujours. Mais... Ouais, ben, c'était peu... 1000 abonnés de plus que moi. C'est... La course aux abonnés continue. Donc, abonnez-vous quand même à Adèle. Puis, mais t'es juste sur TikTok, pas sur Instagram. Ouais, c'est ça. Puis, ça dépend des moments de l'année. Là. Ben oui, mais là, c'est ça. On sait que t'es étudiante en médecine. Là. Je pense que personne t'en tient rigueur. Mon but, c'est pas d'être une influenceuse. Là, fait que... Non, mais c'est du très bon contenu de vulgarisation. Il y a des ressources, actually, premier degré utiles sur ton TikTok. Donc, ben là, merci. Ouais. Sur la concentration, entre autres, sur la santé mentale, tout ça. Il y a des choses vraiment chouettes. Donc, allez la suivre.